Nous allons passer au featuring, hein? Vous me direz, oui. Oui, Anna Carolina dit qu'elle sera en featuring avec Silvio Marcus de Souza Correa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous et d'être commentée par El Hadi et aussi de pouvoir faire le featuring avec Silvio. Moi, je l'avais invité pour nous rejoindre puisqu'il est un des seuls professeurs brésiliens à avoir étudié Frobenius. Et donc ma présentation aujourd'hui, elle s'intitule Léo Frobenius, maître ou enfant terrible, lecture croisée de Jan Hansian et Léopold Sédar Senghor. Alors cet article est issu d'un séjour de recherche dans les archives berlinoises qui a eu lieu du 15 octobre au 15 décembre dans le cadre de la participation de ma participation au projet Bobib, qui est un projet international qui est porté par les professeurs Suzanne Garman, Sylvain Rembon-de-Bary et Rémi Raji, et qui regroupe 3 universités, donc Humboldt Forum, IBADAM et Bordeaux-Montaigne. On a un financement de la fondation Alexandre von Humboldt, et le Bobib vise entre autres mettre en valeur les fonds d'archives de Jan Hansian qui sont sauvegardés à l'Institut des études asiatiques et africaines de l'université Humboldt. Donc, Jan Hansian, qui est là au milieu, est un africaniste renommé qui s'est donné pour mission de faire connaître la littérature germanophone, il s'est fait comme mission de faire connaître la littérature africaine au public germanophone. Et à ce titre, il a publié plusieurs anthologies comme le Manuel de littérature néo-africaine et traduit de auteurs renommés comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Et la passion de Jan pour les écrivains africains est éveillée d'ailleurs par le biais de Senghor. Donc il a rencontré lors d'un colloque qu'il a donné à Francfort en 1951. Par la suite, ils ont commencé à entretenir une correspondance régulière qui a duré plus de 20 ans. À Berlin, j'ai pu lire cette correspondance et elle est aussi exposée au musée Humboldt Forum. Parmi les documents que j'ai pu trouver là-bas, donc un ouvrage m'a particulièrement interpellée, qui est celle au milieu, qui s'appelle Léo Frobenius, The Demonic Child, qui a été publié à titre posthume en 1974 sous l'initiative de Ulla Child. Donc il s'agit du dernier travail d'Ian Heinz, qui était lui-même curieusement associé à Léo Frobenius. Donc là, il a une phrase en bas, c'est le Frobenius de notre époque. Et cela était la vie de la veuve de Frobenius et de Senghor envers Jan. Et toutes ces projections... Pardon. Ouais, attends. Hop. Yeah. Pardon, je reviens. Alors, donc, Ulla Child, dans la préface, elle dit que Jan, à ses propos, il était un parti flatté, un parti troublé. Et toutes ces projections, y compris l'autre projection de Jan autour de Frobenius, m'ont convaincu à me pencher sur ce personnage excentrique et controversé. Donc, qui est Frobenius?
dans un reportage de France Culture, il est intitulé comme le Indiana Jones allemand. Il est l'un des ethnologues africanistes les plus connus du XXe siècle. Il est aussi l'un des premiers à aller sur le terrain de manière systématique. Donc au total, il a fait 16 expéditions. Et il a aussi inspiré des représentants, des intellectuels qui deviendront par la suite des représentants du panafricanisme et de la négritude, comme Dubois et Anta Diop. Il a... je vais passer à Senghor directement. Donc, quant à Senghor, il affirme qu'il a découvert son africanité grâce à Senghor. Pardon. Il a dit qu'il a découvert son africanité grâce à Frobenius. Et donc là, je vous le cite, je fais une citation de lui qui donne la mesure de à quel point il a admiré Frobenius. Et quel coup de tonnerre, soudain, que celui de Frobenius. Toute l'histoire et toute la préhistoire de l'Afrique en furent illuminées. Bon, Yann ne partageait pas l'enthousiasme de Senghor envers Frobenius. Donc, quant à lui, il disait, l'accord entre Frobenius et Senghor repose, ici en tout cas, sur un horaire de traduction. Donc par la suite, donc, je me suis penchée sur les documents qui sont à côté, qui s'appellent Les leçons de Léo Frobenius, et donc tous les deux. Donc c'est lui publié en 1973 et l'autre qui est publié en 1979, à la présence africaine. Ce sont voilà mes sources. Et à mon avis, la lecture de ces textes elle est révélatrice à plusieurs égards. Et au-delà de l'intérêt scientifique de leurs écrits, ces textes en disent plus sur leurs auteurs que sur Frobenius. Et donc j'ai de nombreuses questions qui émergent. Donc, la première, c'est est-ce que Senghor s'est-il appuyé, non, est-ce qu'il s'est appuyé sur les idées de Frobenius pour remettre en question la domination culturelle et les préjugés coloniaux de la France, ou il considérait-il véritablement la pensée de Frobenius comme une nouvelle perspective de l'histoire africaine? Je me demande aussi pourquoi il voyait Yann comme le nouveau Frobenius, pourquoi Yann a publié une biographie pourquoi Yann, à son tour, a publié une biographie sur Frobenius. Mais par rapport à mes sources, donc en plus des sources déjà mentionnées, je me suis penchée aussi sur d'autres textes de Senghor où il mentionne Frobenius. Bon, donc on commence d'abord par la vision de Senghor vis-à-vis de Frobenius. Le premier contact de Senghor avec l'œuvre de Frobenius a probablement eu lieu par l'intermédiaire d'Aimé Césaire. Donc, parlant au nom de deux, il affirme « Et nous portons encore dans notre esprit et dans notre âme les marques du maître, comme des tatouages exécutés aux cérémonies d'initiation dans les bois sacrés. » Je vais parler hier. Aussi, nous connaissions par cœur le chapitre 2 du livre premier d'histoire de la civilisation africaine, intitulé... Est-ce que je peux juste passer ce... Oui, tu peux le placer. Ouais, je peux le déplacer là. Là. Ouais, voilà. Nous connaissions par cœur le chapitre 2 du livre premier d'histoire de la civilisation africaine, intitulé « Qui signifie pour nous l'Afrique ?» Et encore, nul mieux que Frobenius nous révéla l'Afrique au monde et les Africains à eux-mêmes. Ce qui est incroyable, c'est que cet article il a été rédigé en 1973. Et ça montre à quel point l'influence de Frobenius a marqué Senghor, qui en parle encore avec dévotion
près de 40 ans après sa jeunesse. Et aussi, donc Hans Peters est un auteur qui il analyse justement l'influence de Frobenius sur les penseurs de la négritude, et il dit quand même que son assimilation par les autres figures de la négritude reste difficile à penser, ce qui laisse à penser que son impact il s'y limite quand même à Senghor. Aussi, ce qui est important de voir, c'est que Senghor ne mentionne pas Frobenius d'une manière opportuniste, parce qu'il le cite abondamment dans son œuvre. D'ailleurs, par exemple, au Brésil, quand il est allé en 1964, et il le cite systématiquement à chaque fois qu'il parle des Allemands. Et là, je vous lis une citation de Senghor. « C'était au pire temps de leur hitlérisme. Nous étions reconnaissants à l'humaniste qui était Frobenius de défendre contre le racisme mieux que notre identité, notre dignité d'homme. On ne s'étonnera pas que, prisonnier des Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, je n'aie jamais éprouvé des haines contre eux. Le souvenir de Frobenius, mon maître, m'habitait. » Alors, finalement, pourquoi Senghor considérait-il Frobenius comme un maître? Et qu'est-ce que séduit Senghor chez Frobenius? Donc, l'ethnologue, il voyait dans l'émotion, entre autres, l'origine de toute création culturelle. Et il croyait effectivement en une sorte d'âme culturelle intuitive qu'il nommait païdéoma. À ces propos, Senghor il dit: chaque peuple possède sa païdéoma, c'est-à-dire sa faculté et manière originale d'être ému, d'être saisi. Aussi, Frobenius, il avançait la thèse selon laquelle l'âme nègre et l'âme allemande étaient sœurs. Une idée partagée par Senghor. D'après Magaye Cassé, donc l'ambiguïté de la pensée de Frobenius a peut-être inconsciemment influencé une vision du développement reprise par Senghor, qui, bien que favorable aux indépendances africaines, n'a pas pleinement remis en question certaines dynamiques coloniales ou néocoloniales. Passons enfin à l'analyse des Yann à propos de Frobenius. Donc tout d'abord, je tiens à assurer et à expliquer mon choix de traduire le titre de la biographie des Yann par « Enfant terrible », alors que la version anglaise de l'allemand est « Frobenius, the Demonic Child ». Donc, bien entendu, d'autres traductions auraient été possibles, certaines plus proches de l'anglais, donc « petit démon », ou sinon d'autres plus figuratives, comme « l'esprit indocile ». Donc, il me faudrait accéder à la version originale de l'allemand pour pouvoir éclaircir cela. Le fait que Senghor voyait Yann comme le nouvel Frobenius n'était pas forcément anodin pour lui. Et d'une manière ou d'une autre, cette projection qui avait déjà été faite par la veuve de Frobenius devrait résonner chez Yann. N'oublions pas non plus que ce n'est pas à travers Yann qu'on découvre qu'il était associé à Frobenius. Cela a été révélé par Ulla Child dans la préface de son texte posthume. Et l'évocation de l'admiration de Senghor envers Frobenius ne tarde pas à apparaître dans la biographie d'Yann. Il en parle dès la première page. Je le cite. Donc là, c'est d'abord la traduction en français, en bas l'original en anglais, qui est à son tour la traduction de l'allemand. Lorsque l'esprit de Frobenius est évoqué, il a presque une fraternisation entre Allemands et Africains. Mais de quel esprit s'agit-il? Senghor s'enthousiasme pour Frobenius qui, comme lui, postule une culture négro-africaine homogène. Je ne connais pas de peuple du Nord qui, en termes d'unité de civilisation, soit comparable à ces primitifs. Seul Frobenius n'a jamais écrit de tels mots. Il a écrit « Je ne connais pas de peuple qui soit comparable à ces primitifs en ce qui concerne les proportions équilibrées », faisant ici référence à la forme du corps. L'accord entre Frobenius et Senghor repose ici en tout cas sur une erreur de traduction. Donc, pour info, cette phrase qu'il mentionne, elle apparaît dans un texte célèbre de Senghor qui s'intitule « Ce que l'homme noir rapporte » de 1939.
où il fait appel à Frobenius pour définir les éléments d'une culture une et unitaire. Donc là, je réponds ces mots. Yann est décédé le 20 octobre 1973 d'une attaque cardiaque et selon la Child, il a consacré les dernières semaines de sa vie à l'écriture de la biographie de Frobenius. Donc, une explication rapide. Donc, mon analyse de ça, c'est que Yann, il assistait de près ou de loin aux commémorations allemandes liées à son centenaire. Il est né à la même année du centenaire de Frobenius. Et donc, il y avait un engouement autour de Frobenius en raison de sa naissance et de sa mort. Donc, Frobenius, lui, il est décédé en octobre. Frobenius est né en juin, il est décédé en août. Donc, il a assisté à tout ça. Et, à mon avis, ces éphémérides ont probablement poussé Yann à s'y pencher sur ces personnages qui étaient adorés, selon lui, par les profanes, mais aussi par son ami Senghor. On passe à la troisième et dernière partie. Donc, dans la mesure où Senghor, il accordait une importance aux traductions, à l'étymologie, et aussi parce que je commence à connaître un petit peu Senghor, je me suis dit que la critique de Yann n'allait sûrement pas passer inaperçue, ni rester sans réponse. Et donc, j'ai commencé à chercher des textes où Senghor parlait de Frobenius après la mort de son traducteur. Et mon intuition était juste, parce que finalement, je suis tombée sur les leçons de Frobenius, publiées en 1979 dans la revue Présence africaine. Et bien que ce texte il porte le même titre du discours prononcé en 1973, son contenu est différent. Et dans cet article, Senghor, il prend le soin de citer des citations, de faire des citations en allemand. Donc, par exemple, c'est là qui est devenue une citation célèbre de Senghor. Donc, civilisé jusqu'à la moelle des os. Et aussi, il évoque justement, je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre. Il évoque justement la remarque de Yann sur les traductions. Je vous la lis presque dans l'intégralité. Donc, accrochez-vous. Je me suis aperçue bien plus tard que ma traduction était une belle infidèle. Pardonnons donc au traduttore traditori. Monsieur Bach et Armand ont commis plus haut une autre erreur. Ne peut signifier unité de civilisation. Le traducteur de mes poèmes en allemand, mon ami Jan Heinzian, a remarqué que je m'étais laissé induire en erreur par un contresens de traduction. Il comprend, lui, comme proportion harmonieuse des corps. Ce serait également un contresens. D'après le contexte, la signification ne pourrait être autre que harmonie de la culture dans une société policée, puisque Frobenius faisait ressortir plus haut le caractère de modération, de grâce et de dignité qui marquait les manières de ce peuple. Voilà pour les traductions et les traducteurs. À l'époque, l'erreur ne fut, bien au contraire, nullement nuisible au propos. Nous autres, jeunes militants, étions heureux de reconnaître un caractère d'unité à la culture négro-africaine. L'expérience m'a, depuis, appris la diversité des nègres comme des Afriques. Or, Senghor reconnaît que la traduction de Frobenius en français comportait des erreurs et prend le temps de les souligner. Il admet également que, dans sa quête d'une unité, d'une culture africaine unique et unitaire, il n'avait pas pleinement pris en compte la diversité du continent. Cependant, malgré cet aveu, il ne considère pas que son interprétation de Frobenius était biaisée. Autrement dit, il mentionne la critique de Yann, selon laquelle son admiration pour Frobenius reposait sur un contresens de traduction, mais il la réfute en affirmant que, replacée dans son contexte, cette lecture serait elle aussi un contresens. Avec la mort de Yann, c'est finalement Senghor qui a eu littéralement le dernier mot dans ces débats. Je passe à la conclusion. Donc au final, tout se mêle, vous voyez, tout se mêle. Donc l'admiration de Senghor envers Frobenius,
sa projection sur Yann et le sceptisme de Yann sur son compatriote. Et pour moi, ces jeux de miroir, ils révèlent une dynamique où les rapports intellectuels se superposent et aussi s'entrelacent. Les perceptions croisées de Senghor et Yann ne sont pas donc seulement un débat sur les limites de la traduction d'une langue à l'autre. Donc leurs interprétations de l'œuvre de Senghor engendrent leur conviction. Et leur conviction, qui du coup étaient très tranchées et divergentes entre elles, peut donc, à mon avis, être interprétée comme le résultat de l'écart entre le contexte de création de concepts, leur réception et l'appropriation qui en font les auteurs, les acteurs de ces concepts-là. Et donc pour finir, j'ai rejoint l'historien allemand Koselleck qui, justement en analysant les rapports entre l'histoire des concepts et l'histoire sociale, postule que ne sont pas les faits qui ébranlent les hommes, mais ce qui est écrit à leur sujet. Merci de votre attention. Merci.